Bonjour, alors je vais vous présenter un peu ce qui se fait en reconnaissance de la parole. Alors c'est un domaine qui est quand même très vaste et donc je vais me focaliser sur vous expliquer les avancées qui ont permis tout ce mouvement du deep learning dans le domaine de la parole, en particulier de la reconnaissance de la reconnaissance de la parole. Alors très vite fait, on va commencer par deux, trois notions sur l'acquisition du langage chez l'enfant, parce que ça guide en fait pas mal de mes travaux dont je parlerai à la fin. Et donc au début, je vais vous expliquer très vite fait comment on fait un modèle de reconnaissance de parole classique avec un modèle acoustique, un modèle de langage, et là où il y a eu des améliorations notables quand on s'est mis à utiliser des réseaux de neurones profonds ou à entraîner de manière end-to-end, comme Yann vient d'en parler. Alors juste, il y a un peu de jargon, alors juste, je vous dis tout de suite, phonème. Un phonème, c'est l'équivalent du graphème, mais dans le son. Donc le graphème, c'est la lettre. Hein. Donc le phonème, ça va être une voyelle, une consonne, ou c'est un phonème, par exemple. Un phone, c'est la réalisation acoustique d'un phonème. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est un ordre de grandeur de la durée d'un phonème pour quand on regarde ensuite des chiffres. Là. Donc c'est 70 à 100 millisecondes à peu près en moyenne, on va dire. PER, ça veut dire phone error rate, donc ça veut dire quand on transcrit une séquence de phonèmes, c'est le nombre d'erreurs qu'on fait sur la séquence en moyenne. Et WER, c'est word error rate, donc le nombre d'erreurs en mots sur une transcription. Donc là, ça, c'est un schéma d'un article de Patricia Kuhl qui fait une très bonne revue de l'acquisition du langage. Donc je vous montre ça parce que, en fait, la parole, ça nous semble très simple, mais on met pas mal de temps à... Ça nous semble très simple parce qu'on le maîtrise, mais on met beaucoup de temps à l'apprendre. Et donc il y a plusieurs problèmes, en fait, dans l'apprentissage de la parole. Il y a apprendre le lexique, apprendre à segmenter, apprendre à faire le lien entre des segments très courts et des segments plus grands. En fait, tous ces problèmes-là, on les retrouve ensuite dans la partie informatique du traitement de la parole. Donc, pour vous donner une idée, en fait, il y a des choses qui sont importantes ici. C'est si on regarde le vocabulaire phonétique de l'humanité, il est très grand. Et dans les langages, par contre, on utilise des sous-ensembles dans les langues naturelles. En particulier, un bébé, en fait, avant 10-12 mois, si on lui fait écouter des phonèmes de n'importe quelle autre langue que sa langue maternelle, il saura faire la différence. Et petit à petit, en fait, il se spécialise sur les phonèmes et la phonotactique de son langage. C'est ce qu'on voit en dessous, là, au niveau. C'est ce qu'on voit ici, au niveau CO. Donc ça veut dire que, par exemple, un bébé japonais, vous le prenez à 8 mois, vous lui faites écouter R et L, il saura faire la différence. Et à 14 mois, par contre, R et L, ce sera le même contraste phonétique. Donc une autre chose importante qu'on voit aussi que les bébés doivent apprendre, c'est segmenter. Et c'est un problème exactement pour ce dont Yann vient de montrer, c'est que si c'était segmenté, donc s'il y avait vraiment des espaces entre les mots, ce serait facile en fait. On n'aurait pas besoin de faire ce decoding où on est obligé de trouver la bonne segmentation. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est difficile à apprendre, et c'est aussi quelque chose qui est difficile à apprendre pour nos systèmes. Donc c'est facile pour nous de mettre les espaces dans les mots, mais ils ne sont pas dans le signal, quoi. Voilà, alors sur l'état de l'art en reconnaissance de la parole, il y a des choses quand même qu'on commence à savoir faire, qui reconnaître la parole lue, sans bruit de fond. Ensuite, il y a des choses plus dures qu'on ne sait pas encore faire super bien, qui sont reconnaître de la parole conversationnelle, où les gens parlent, ou alors comme moi, par exemple, il n'y a pas de bruit de fond, mais j'hésite un peu, etc. Et alors, si en plus il y a du bruit de fond, ça devient tout de suite plus dur. Alors, il y a plein d'autres domaines qui sont liés à tout ce qui est reconnaissance de la parole. Il y a l'identification du locuteur, il y a la synthèse vocale, il y a l'indexation, donc trouver des mots clés dans des grandes bases de données. Donc tout ça, je ne veux pas en parler du tout. Donc, historiquement, la reconnaissance de la parole, il y a deux gros bouts. Il y a un bout qui prend le son, qui s'appelle le modèle acoustique, et qui va donner une représentation discrète. La représentation discrète, ça va être des phonèmes ou des mots ou quelque chose comme ça.
Et il y a un autre bout qui prend cette représentation discrète et qui va donner la transcription de la phrase entière, par exemple. Donc ce premier bout, ça va être probabilité du son sachant le phonème ou probabilité du phonème sachant le son, selon le type de modèle qu'on a. Et le deuxième, ça va être probabilité d'un mot sachant le mot précédent, ou tous les mots précédents. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que historiquement, c'est un domaine où il y a eu beaucoup d'engineering, parce que, alors il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il fallait avoir des modèles qui soient tractables, qu'on puisse un modèle de reconnaissance vocale, s'il faut, pour annoter une minute de parole, s'il faut 100 heures de temps ordinateur, c'est pas très efficace, ça sert pas à grand chose, on va dire. Donc il y a eu beaucoup d'engineering sur comment est-ce qu'on transforme le signal d'entrée en signal sur lequel on peut travailler avec des algorithmes de machine learning. Et ensuite, comment est-ce qu'on transforme chacun de ces sous-bouts en bouts de plus en plus discrets, de plus en plus vers la transcription totale. Maintenant, en ce moment, la tendance est à avoir des systèmes de plus en plus intégrés qui prennent quelque chose de plus en plus proche du signal et à produire tout de suite la transcription. Alors, juste, je vais vous donner une idée de tout cet engineering, que quelque part, en fait, le domaine est en train d'essayer d'enlever, pour transformer ça en ça. Alors, on prend notre parole, notre son. Donc là, on a par exemple 16 kHz, c'est-à-dire qu'on a 16 000 entiers par seconde. On prend des petites fenêtres de Hamming, comme ça ressemble à une gaussienne un peu, de 25 millisecondes de largeur et on les bouge de 10 millisecondes, et on applique ça tout le long. On fait des transformés de Fourier, donc on passe en fait, on a quelque chose qui est temps-amplitude, on a pour chacune de ces fenêtres fréquence-amplitude, et ensuite chacune de ces fenêtres-là, on les met dans ce sens-là, on le met dans ce sens-là, et on a une représentation temps-fréquence. Une fois qu'on a la représentation temps-fréquence, ensuite on applique des moyennages sur des échelles, etc., pour réduire la dimensionnalité de cette représentation temps-fréquence. Ce qui fait qu'à la fin, si on est au MFCC, qui sont une représentation de la parole classique, c'est un Mel-Fourier Kepstral coefficient. Kepstral, c'est parce qu'on prend la transformée en cosinus discret de la représentation spectrale. Dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les 10 millisecondes, on a 13 valeurs flottantes. Donc c'est pas beaucoup, ça a beaucoup réduit la dimensionnalité de notre signal. Donc en gros, voilà, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Donc quand Yann vous montrait en bas les vecteurs qui viennent de la parole, c'était souvent ça. Alors, le modèle acoustique, de manière historique, c'était quelque chose qui a marché pendant très longtemps et qui a atteint un plateau. Et en fait, le plateau a été battu en 2009 quand on a à nouveau réappliqué, comme disait Yann, des modèles qui en fait étaient appliqués avant, mais avec beaucoup plus de puissance de calcul et des datasets plus gros. Donc c'était les modèles de Markov cachés avec des modèles d'émission de mixture gaussienne. Donc un modèle à HMM-GMM, ça marche avec un modèle de transition de phonème et un modèle d'émission de la voix, donc des features, des caractéristiques qu'on vient de voir, conditionnées sur le phonème, qui est une mixture gaussienne. En gros, ça ressemble à ça. Donc si là on est... donc en fait, les phonèmes, on peut représenter plein de types d'ensembles de catégories. On peut avoir des phonèmes, des triphones, des quinphones, on peut avoir des phonèmes contextualisés sur ce qu'il y a avant-après. Là, si on représente que les phonèmes comme ça, on a souvent 3 états de phonèmes, la transition initiale, l'état stable et la transition finale. Et pour chacun de ceux-là, on a, par exemple là, on est à l'état initial du phonème A, on va avoir une mixture de plusieurs gaussiennes qui les pondèrent. Et là, c'est l'observation qu'on a, donc ça nous donne la vraisemblance de cette observation. Ce qui s'est passé en 2009, quand on s'est remis à appliquer des réseaux de neurones pour faire des modèles acoustiques, c'est qu'on a entraîné au début un HMM-GMM, et ensuite on a enlevé le GMM, et on l'a remplacé par un Deep Neural Network, qui du coup part lui du même type de feature, mais en prenant plus en largeur dans le temps, pour pouvoir apprendre un peu de dynamique et de phonèse tactique.
Et donc le modèle de vraisemblance du réseau de neurones, c'est la sortie du classifieur qui est derrière ce réseau de neurones, qui classifie sur les états de phonèmes. Alors il y a d'autres modèles assez vite, d'autres modèles acoustiques qui ont aussi eu pas mal de succès. Donc c'est des modèles à base de réseaux de neurones récurrents. Donc ça, vous avez dû voir la séance dernière en fait, ce que c'était les réseaux de neurones récurrents. Donc là, voilà, j'ai mis une image de LSTM parce que c'est ceux qui ont eu l'état de l'art assez vite en réseau de neurones récurrents sur les modèles acoustiques. Mais je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails. Donc l'état de l'art jusqu'à 2009, c'était par exemple sur ce dataset-là, qui est un petit dataset de phonétique, mais qui est très connu pour la phonétique, c'était 25,6% de phone error rate. Et quand ils sont juste remplacés en fait, le modèle de mixture de gaussienne par un modèle de réseau de neurones profonds, tout de suite, ils ont gagné 2,6% de phone error rate en absolu. Et ensuite, les modèles ont bien sûr progressé. Il y a eu ce modèle de réseau de neurones récurrent qui a aussi un excellent score. Et enfin, maintenant, on a l'état de l'art, c'est avoir un réseau de neurones convolutionnel avec une convolution sur le domaine temporel et une convolution sur le domaine fréquentiel qui sont différentes. Voilà. Donc ça, c'était un premier... en fait, c'était même une des premières victoires de la nouvelle vague, de la nouvelle mode un peu deep learning. C'était sur les modèles acoustiques. Alors, une des raisons de pourquoi ça marche mieux, c'est parce qu'en fait, si on regarde un modèle de mixture de gaussienne, on va avoir une mixture d'un certain nombre de gaussiennes, en pratique c'est 19 souvent, pour chaque état de phonème. Et pour chacun de ceux-là, il faut réapprendre les paramètres de comment est-ce qu'on modélise l'espace acoustique. Et d'un autre côté aussi, les nombres de paramètres, au final, ça peut paraître gros, mais c'est limité par rapport à ce qu'on peut avoir avec un réseau de neurones profond. Un réseau de neurones profond simple, sur le même type de problème, il va avoir 8,7 millions de paramètres au lieu de 450 000. Et ces paramètres-là, ils vont être partagés par les chemins qui représentent plusieurs phonèmes ou plusieurs états de phonèmes. Donc il y a beaucoup plus de partage de structure dans les modèles de réseau de neurones pour ce modèle acoustique. Alors si on prend le problème par l'autre bout, c'est la probabilité d'une phrase en regardant les probabilités de mots. Une manière simple de le voir, c'est de dire qu'on a un modèle markovien. Alors après, en fait, en pratique, on a aussi des modèles avec beaucoup plus de mémoire de mots précédents. Et donc là, je vous donne un exemple très simple. Si on a cette phrase, The cat sat on the mat, une manière d'apprendre un modèle de langue, c'est de compter le nombre de fois qu'on voit sat après cat, et de compter et d'utiliser ça comme estimation de la probabilité. Donc ça casse tout à fait quand on a un mot qu'on n'a pas vu après un autre mot. Et du coup, pour ça, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du lissage. On garde une partie de la probabilité de voir un mot après un autre pour les cas qu'on n'a jamais vus. Il y a beaucoup de méthodes, donc ça c'est très vieux. Il y a beaucoup de méthodes pour faire ça depuis les années 60, et la méthode qui marche la mieux dans beaucoup de domaines de traitement de langue naturelle, c'est Nasarnay smoothing. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en 2010, les réseaux de neurones récurrents, qui n'étaient pas spécialement nouveaux, mais ont été appliqués à la modélisation de la langue, comme ça, au langage modèle. Et donc, au lieu de compter directement dans le discret, un mot après un autre mot, on met tous les mots dans un espace vectoriel, et après, on compte dans le continu, en fait. Donc, en gros, les scores, donc ça c'est des word error rate, donc c'est des erreurs sur les mots. Sur le Wall Street Journal, qui est un dataset assez connu de speech, de paroles lues, ça c'était avec un modèle de langue sur des 5 grammes, donc des suites de 5 mots. C'était l'état de l'art jusque-là, 13,5% d'erreur. Et quand ce modèle de langue à base de réseau de neurones récurrents est arrivé, on est descendu à 12,1. Et même ce qui est encore plus remarquable, on va dire, quelque part, c'est que quand on compte dans le discret, il n'y a pas plusieurs manières de compter, il y a une seule manière de compter. Donc on ne peut pas entraîner plusieurs de ces modèles et les faire voter et avoir un meilleur score. Alors que là, oui, en fait. Donc là, on peut entraîner 3 modèles, on les fait voter, on a un encore meilleur score.
Donc ça, c'était une autre victoire, quelque part, de ce renouveau du deep learning pour la reconnaissance de la parole. L'idée derrière ça, si je vous explique ça avec les mains un peu, c'est si on voit SAT après cat assez souvent, mais qu'on ne voit jamais SAT après kitty. Si on fait un modèle de comptage comme ça, la seule probabilité qu'on aura pour SAT après kitty, ce sera SAT après un mot qu'on n'a jamais vu, qui est ce paramètre de smoothing. Mais si on a un modèle de réseau de neurones récurrents, dans ce cas-là, on pourra avoir quand même vu kitty et cat, donc chaton et chat, dans le même contexte. Et dans ce cas-là, on pourra partager un peu de la probabilité de voir SAT après kitty, parce que kitty et cat, c'est un peu la même chose. Voilà, alors maintenant je vous parle de ce qui se fait en ce moment, parce que ça commence à être daté en fait. Ce qui se fait en ce moment et ce qui fait progresser le domaine dans la reconnaissance de la parole, c'est essayer de se passer le plus possible de toutes ces étapes d'ingénierie qu'on fait sur le signal au début. Donc ça, c'est entre autres apprendre des réseaux de neurones convolutionnels directement sur les 16 000 valeurs entières par seconde. Et de l'autre côté, il y a apprendre de plus en plus de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va prendre les données en entrée, on va produire la transcription sans passer par des étapes intermédiaires. Donc très très proche en fait de tout ce qu'a présenté Yann juste avant. Alors, comme a dit Yann, c'est pas nouveau vraiment dans le speech. Donc, il y a par exemple comment on peut utiliser des réseaux de neurones convolutionnels pour la reconnaissance de la parole. On peut le faire directement sur les features, donc sur les caractéristiques qu'on a calculées avant. Donc ça, Yann l'a montré. On peut le faire aussi directement si on prend le spectrogramme, c'est-à-dire un signal qui est en fréquence, on peut le regarder un peu comme une image. Donc ça, c'est ce que font ces systèmes-là. Et on peut aussi directement faire des convolutions sans aucune transformation du signal. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer assez vite fait. On a notre signal de speech comme on avait précédemment. On met juste des convolutions assez longues qui vont travailler sur ces entiers en entrée. Et on fait des suites de convolutions et de pooling. Donc là, il y en a une seule, mais en fait, en pratique, dans ce système-là, on fait... là, il y a n en pratique, on fait n égale 10, par exemple. Et du coup, suite à ça, on a une représentation hiérarchique qui est basée sur vraiment le signal amplitude-temps. On entraîne un classifieur sur, par exemple, les phonèmes ou les mots directement, si on a fait un réseau assez gros qui prend assez de paroles en entrée. Et ça donne d'assez bons résultats. Donc là, le premier papier qui montrait qu'on peut faire ça et avoir des meilleurs résultats que se baser sur les caractéristiques de voix qui sont ingénierées. Donc c'était ce papier-là. Il montre qu'à partir du wave et de convolution, ils ont 5,6% d'erreur sur le Wall Street Journal en mots, alors que le même système équivalent avec la même capacité de représentation, s'ils partent des MFCC, donc la fin des transformations que je vous ai montré avant, et qu'ils ont un réseau fully connected, dans ce cas-là, ils ont 6,4% d'erreur, ce qui est pire. Donc il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Ça, c'est un papier de Google, entre autres, qui explore un peu plus ce type de travaux directement sur le son brut. Alors, quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est d'entraîner de bout en bout. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus. Alors, ça, c'est des papiers récents, mais il y a des papiers beaucoup plus vieux que ça. Donc là, c'est des papiers avec que des réseaux de neurones récurrents. Là, il y a avec des réseaux de convolution et des réseaux de neurones récurrents. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on veut entraîner de bout en bout. Je crois que Yann a commencé à pas mal essayer de vous le mettre dans la tête, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas à prendre plein de décisions d'ingénierie à beaucoup d'étapes différentes, et qu'on n'a pas non plus, lors de l'inférence, à faire plein d'inférences et prendre plein de décisions. On fait tout, on entraîne de manière conjointe, on ne prend pas des décisions sur qu'est-ce que c'est qu'un phonème, par exemple, et lors de l'inférence, pareil, on va faire une inférence globale.
Donc ça, le problème de segmentation, en fait, Yann en a beaucoup parlé, donc je pense que je vais passer là-dessus assez vite. Ouais. Voilà, donc je vais vous présenter un peu plus en détail le système qui s'appelle Deep Speech de Baidu, parce ils représentent un peu tous ces... C'est un mix de tout ça, il y a des convolutions, il y a des RNN, et ils sont état de l'art sur beaucoup de tâches de reconnaissance vocale. Donc eux, ils se mettent encore en temps-fréquence. Donc là, ils ont un signal en temps-fréquence, ils n'ont pas encore un signal directement sur les waveforms. Ils ont des couches de convolution, et plus haut, ensuite, ils ont un réseau de neurones récurrents, mais sans qu'ils forcent que la sortie de ces réseaux-là soit les phonèmes. Et ensuite, ils ont encore une couche, et la sortie, c'est directement des lettres. Alors, il y a une raison à ça, c'est que leur système, ils utilisent exactement le même modèle pour entraîner pour du chinois et pour de l'anglais. Donc le chinois, les lettres, c'est directement les caractères, donc c'est des mots ou des gros sous-mots. Et donc ensuite, après ce système-là, ils utilisent juste un modèle de langue assez gros qui est entraîné sur beaucoup de données. Et ça a de très bonnes performances, je vais vous le montrer après. Ça, c'est leur version la plus récente. Donc, pour vous montrer totalement ce qu'ils ont 3 niveaux de convolution. Ils ont 7 niveaux de réseau de neurones récurrents et une dernière couche avant la classification. Et alors, pour vous donner une idée de la taille de ces modèles, c'est des modèles où il y a 100 millions de paramètres. Ils entraînent ça en parallèle sur 16 cartes graphiques. Ça représente à peu près 50 teraflops. Et ça met 3 à 5 jours à entraîner selon le dataset, selon le jeu de données qu'ils utilisent. Donc je vous ai dit qu'il y a des datasets qui sont plus durs que d'autres. C'est quand on a de la parole lue, c'est quand même plus facile. La parole conversationnelle, c'est plus difficile. Et ça, c'est le nombre d'heures de différents jeux de données. Donc, sur les jeux de données en fait, de parole lue, ils sont aussi bons qu'un humain. En fait, donc, ils ont fait des tests avec beaucoup d'humains, et où ils ont fait en moyenne quelle est l'erreur que fait un humain si on lui demande de transcrire ce qui est dans ces jeux de données. Donc là, sur tout ce qui est parole lue, à part peut-être celle-là qui a du bruit, en fait, qui a parfois du bruit de fond ou des mauvaises conditions d'enregistrement, ils sont meilleurs qu'un humain. Après, par contre, sur les jeux de données où il y a du bruit, on voit que c'est encore là. Donc là, c'est un jeu de données où il y a des bruits qui sont simulés, mais à partir de paramètres qui représentent vraiment des données réelles. Donc en fait, sur ces jeux de données-là, ils sont quand même encore assez loin des performances des humains. Donc là, c'est pour replacer dans le contexte. Donc ça, c'est un jeu de données de parole lue. Ça, c'est leur score sur le jeu de données le plus propre, et ça, c'est sur celui avec du bruit. Donc 5,33 et 13,25 de taux d'erreur en mots. Et pour le replacer, le meilleur HMM-GMM qu'on peut entraîner, donc qu'on peut entraîner de nos jours avec des quantités une capacité de calcul assez phénoménale, ça donne ça comme score. Donc ça c'est des résultats très récents, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire avec des HMM-GMM. Donc il y a quand même quelque chose à prendre d'avoir des réseaux conventionnels et d'avoir des réseaux récurrents apparemment. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de ma recherche personnelle. Je travaille principalement sur ce qu'on appelle Weakly Supervised Acoustic Learning. Donc c'est l'apprentissage de modèles acoustiques peu supervisés, avec tendance à aller vers moins de supervision. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que... donc il y a déjà le challenge scientifique, c'est les bébés peuvent apprendre le langage sans avoir des datasets qui sont tout transcrits, des jeux de données qui sont tout transcrits. On leur dit pas exactement, ils ne savent pas encore lire, donc on ne peut pas leur écrire la parole la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Aussi,
quelque chose qui est vrai maintenant en fait, dans les modèles récents, mais qui n'était pas vrai dans les modèles qui étaient très construits de manière incrémentale par l'ingénierie, c'est que l'information au niveau du lexique, on sait que ça aide à l'apprentissage. Et donc les modèles d'avant qui passaient par le phonème avant d'aller au mot, ils n'utilisent pas du tout l'information du lexique pour apprendre le modèle acoustique. Enfin, si on regarde uniquement le côté pratique ingénierie, il y a quand même donc il y a des langues où il y a beaucoup de données à noter. C'est ce qu'on appelle des langues riches en ressources, comme le français, l'anglais, le chinois, l'allemand. Mais il y a quand même des langues où il y a de moins en moins de ressources, enfin où il y a beaucoup moins de ressources. Et dans ces cas-là, soit on se met à annoter beaucoup de données, soit on essaie d'apprendre avec moins d'annotation. Donc une question assez bête qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas, du coup, si on veut apprendre à faire de la reconnaissance vocale pour une langue qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on ne peut pas faire donc en français, du clustering, c'est de la catégorisation. La réponse est non. Donc là, on regarde juste les voyelles de l'anglais en 2 dimensions qui sont censées être très discriminatives pour les voyelles de l'anglais, qui sont le premier formant et le deuxième formant. Ça correspond à des bandes de fréquences de la parole humaine. On voit que même si on prend que les voyelles, donc les clusters, les mixtures sont très se recouvrent énormément les unes des autres. Donc ça ne marche pas. Donc nous, notre approche, c'est de faire ce qu'on appelle des réseaux siamois. Donc en fait, comme Yann a présenté un petit peu précédemment. Donc l'idée n'est pas nouvelle, ça c'est, je crois, le premier papier de réseau siamois, c'était pour la vérification de signature. Donc le réseau siamois, on a les mêmes poids dans les 2 branches du réseau, 2 entrées différentes, on les passe à travers ce réseau, et l'erreur c'est soit en fait ce qu'on avait en entrée ça devait être pareil, soit ça devait être différent, et si on a dit que c'était pareil alors que ça devait être différent, on a de l'erreur, ou si on a dit que c'était différent alors que ça devait être pareil, on a de l'erreur. Donc nous, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on prend... donc ça, là, je vous présente un papier en fait, qu'on a fait précédemment. On prend des représentations vectorielles de la parole donc en temps-fréquence. Donc là, on a 40 flottants qui représentent à chaque fois 25 millisecondes qu'on décale de 10 millisecondes. Donc on en a un certain nombre. On les passe dans ce réseau siamois, et ensuite on a une similarité ou une distance. Et alors ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre là en fait. Donc ce qu'on met là, dans ce système, la première version, c'est qu'on met des paires de mots. On a des mots qui doivent être soit les mêmes, soit différents. Alors comme on a une entrée qui est à taille fixe, et qui est... donc ça c'est un peu un défaut de notre modèle, on aurait pu faire bien mieux que ça, mais on a une entrée qui est à taille fixe, donc il faut qu'on trouve un moyen d'aligner ces deux mots qui sont censés être le mot welfare et qui sont de longueurs différentes. Donc là, on fait ce dont Yann a parlé avant, un dynamic time warping. Et sur l'alignement, on va dire que c'est des paires de choses qui sont pareilles, same. Et alors là, donc, il y a exactement le même problème que Yann a expliqué déjà 2 fois dans son talk avant. C'est que si on fait que les paires de mêmes, on va avoir le problème de collapse. Donc le problème de collapse, c'est qu'une solution triviale au problème, c'est si tout doit être le même et qu'on doit tout ramener ensemble, ben on ramène tout vers le point 0, 0, 0, 0. Et voilà, ça satisfait très bien notre fonction de coût. Donc on va aussi piocher des mots qui sont différents. Donc en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que si on prend 2 mots totalement au hasard dans le jeu de données, ils vont être différents en forte probabilité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des mots qui sont les mêmes et les mots différents, on pioche des mots au hasard. Donc ça, c'est notre fonction de coût. Alors, la seule chose qu'il faut remarquer là-dedans, en fait, c'est qu'elle est asymétrique. Elle n'a pas la même forme quand on a des paires de mêmes et des paires de différents. Et le but de cette fonction de coût, c'est que quand on a des paires de mêmes, il faut que dans l'espace vectoriel qui est en sortie, en sortie ici, les paires de mêmes doivent être collinaires et les paires de différents doivent être orthogonales. Donc c'est une idée qu'on trouve déjà les fonctions de coût
qui sont asymétriques pour entraîner des réseaux siamois. On a ça dans ce papier Dr Lim de 2006. Donc ensuite, si on est dans un mode de travail qui est peu supervisé, on ne peut pas s'évaluer en faisant de la transcription et en faisant du word error rate, donc de l'erreur de transcription en mots. Parce que en fait, tout ce qu'on est capable de faire avec notre espace acoustique, c'est de dire si les choses sont acoustiquement proches ou pas. Donc on va faire une évaluation qui est tirée de ce que font les gens en psycholinguistique. Ça a été en fait, c'est développé depuis la psycholinguistique, cette évaluation. C'est qu'on montre à une personne un A et un B, et on lui montre un X et on lui dit est-ce que X est A ou B. Donc nous, ce qu'on fait à notre système, c'est qu'on lui montre un A, on lui montre un B, on lui montre un X, on calcule la distance de AX et la distance de BX, et on regarde s'il s'est trompé ou pas. Alors, en pratique, si on veut regarder les phonèmes dans un contexte donné à travers des locuteurs, on va prendre le même locuteur pour A et B, le talker 1, et on va prendre le même contexte XZ pour A et B. Par contre, on a le phonème du milieu qui est Y, qui va changer avec W ici. Et là, on prend un autre locuteur, et là, on a W, donc ça devrait être B. Donc un exemple de ça, c'est par exemple, on a un premier locuteur qui dit beg et bag, et un deuxième locuteur qui va dire beg, et notre système se trompe s'il rapproche ça à ça au lieu de rapprocher ça à ça. Donc ça, c'est les résultats en taux d'erreur. Donc là, maintenant qu'on a les choses par paire, si on répond de manière totalement aléatoire, on est à 50%. Okay, donc les scores sont un peu différents que ce que vous voyez avant. Donc là, on a fait ça sur ce jeu de données Timit qui est très bon qui est très petit, donc pas très bien pour entraîner des réseaux de neurones profonds avec beaucoup de paramètres, mais qui est très bien pour tester la phonétique parce qu'il a été vraiment conçu pour ça. Donc si on a dans Timit, on a 62 000 paires de mots qui sont same. Donc si on regarde en nombre de frames, donc en nombre de pas de temps acoustique, ça nous fait 5,6 millions, 4,4 millions pour pareil et différent. Donc on prend 10% de set de validation. Et donc ça c'est si on prend les caractéristiques vocales en vecteur qu'on prend en entrée de notre réseau. 7, ça veut dire qu'on en prend 7, donc on représente pas 70 millisecondes, mais 85 millisecondes, du coup. Et ça, c'est le résultat de notre réseau siamois. Donc, on améliore beaucoup sur ce qu'on a en entrée. Ça, c'est le résultat d'un réseau de neurones profonds qui a la même capacité que notre réseau de neurones siamois et qu'on a entraîné en classification. Donc, lui, il avait toutes les annotations au niveau des phonèmes. Donc, on l'a entraîné en classification sur les phonèmes et il a ce score-là. Et ça, c'est le résultat avec un HMM-GMM entraîné au niveau des phonèmes. Donc on est quasiment au niveau du HMM-GMM entraîné au niveau des phonèmes. Eux, ils ont la notation alignée temporellement sur les phonèmes, et nous, on n'a que la notation de ça, c'est le même mot que ça. Donc ça, c'est dans l'espace acoustique, ça, c'est dans l'espace de caractérisation de la voix qu'on avait en entrée. On voit, les seules choses qu'on peut regarder si on essaie de clusteriser, c'est qu'on voit une différence entre les consonnes et les voyelles. Et au sein des consonnes, on voit les fricatives. Donc les fricatives, c'est feu, veut, je aussi, et che. Donc ça, c'est les consonnes qui ne claquent pas. Donc c'est les seules différences qu'on peut voir en fait dans cette représentation-là. Alors que si on regarde ce qu'on peut faire dans notre espace vectoriel acoustique, on a des clusters qui sont quand même beaucoup plus dessinés, qui arrivent à... donc les fricatives sont là, on a les stops qui sont là. Donc les stops, c'est toutes les consonnes qui claquent, on va dire. Ensuite, on a donc dans les voyelles et dans les même les nasales ont leur petit groupe. Donc on peut, par différents moyens, on a vu qu'on avait un espace acoustique qui était assez raisonnable. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Vous avez vu
potentiellement le séminaire de Stéphane Mala, qui a dû vous expliquer ce que c'est que des transformés de scattering. Donc il y a un étudiant là, qui a, au lieu d'utiliser ces transformations assez pleines d'ingénierie de voie, il a utilisé directement les scattering comme transformation d'entrée. Et ça donne de bien meilleurs résultats. Donc là, ça, c'est les mêmes résultats sur le même jeu de données. Ça, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. Ça, c'est donc les features de speech. Ça, c'est le scattering. Donc ça ne fait pas mieux que les features de speech à ce niveau-là. Par contre, quand on l'utilise en entrée pour apprendre un réseau de neurones profond, il y a plus d'informations et le réseau de neurones arrive à en tirer parti parce qu'il a des meilleurs résultats au final que cela. Donc à l'entrée, c'est pas mieux, mais après entraînement, c'est mieux. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'informations et la capacité du modèle est capable d'extraire cette information. Et à droite, là, c'est encore les versions supervisées de modèles. Donc là, on a quand même l'information pareille ou différente au niveau des mots. Notre but, c'est d'aller vers moins de supervision, vers potentiellement de n'avoir que la voix. Donc il y a ce challenge de reconnaissance de la parole qui est un peu particulier, qui s'appelle le Zero Speech Challenge. C'est pas qu'on n'a pas du tout de voix, c'est qu'on n'a pas du tout d'annotation. Donc on n'a aucune transcription et on doit trouver en fait des unités acoustiques pour des langues qui nous sont données. Et donc il y a deux jeux de données qui sont donnés. Un, c'est en anglais, c'est de la parole conversationnelle, et un qui est dans une langue d'Afrique du Sud à clic. Donc c'est vraiment des langues très différentes. Donc nous, on a travaillé sur cette piste-là, qui est d'essayer de trouver de manière non supervisée des représentations acoustiques fines. Donc pour ça, on prend notre modèle précédent et on applique cet algorithme. Alors cet algorithme n'est pas, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est ce qu'on avait disponible, on va dire. Donc ça, c'est un algorithme qui permet de trouver des paires de mots juste à partir du son. En gros, ça prend le dataset et ça le regarde contre tout le dataset en faisant comme un dynamic time warping, comme vous avez vu à l'échelle d'un mot, mais ça le fait à l'échelle de tout le dataset. Et à chaque fois qu'on trouve des diagonales en faisant ça, c'est qu'on a quelque chose qui ressemble à être le même mot. Et donc on met un seuil, on prend un seuil où il est assez confiant qu'il trouve le même mot, et on met ça en entrée de notre réseau. Donc en fait, on n'a plus les annotations sur les mots, on trouve les mots automatiquement en mettant un seuil sur être sûr que ce soit les mêmes mots, et on entraîne notre réseau comme ça. Ça nous donne ça comme résultat. Et si on le fait avec les scatterings, donc la représentation un peu plus fine que les données, les features classiques, ça nous donne ça comme résultat. Et donc là, on se rapproche vraiment quand même pour un jeu de données où en fait c'est la parole conversationnelle. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en fait, comme c'est conversationnel, notre top line, qui est entraînée de manière supervisée parce qu'elle a des annotations, n'est pas si bonne que ça en fait. En plus, c'est une top line HMM-GMM, c'est pas une top line d'un modèle de réseau de neurones profond. Et du coup, on se rapproche vraiment, alors qu'on n'a pas de données supervisées, des résultats acoustiques, en tout cas sur la représentation acoustique qu'on a, d'un modèle supervisé. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les mêmes types de modèles. Alors ça, on peut le faire, on pourrait aussi le faire dans le contexte supervisé. Dans le contexte supervisé, par exemple, on entraîne souvent, on a la parole, on entraîne à classifier les mots. Et ensuite, ce qui arrive souvent, c'est que les gens font de l'adaptation pour un locuteur. Donc ils ont leur modèle qui est déjà entraîné. Ils apprennent à détecter quel est un locuteur et comment on doit modifier les paramètres du début de leur modèle pour ce locuteur, et ils appliquent ça. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on a fait nous dans le contexte faiblement supervisé, c'est qu'on a deux tâches. Au lieu d'avoir juste une tâche de classification de mots, on a une tâche en gros de classification de mots et une tâche de classification de phonèmes. Et notre réseau, il va apprendre à faire les deux choses. Donc si ensuite on est en train de reconnaître, on peut très bien commencer à reconnaître le phonème, ensuite
mettre en entrée l'identité du locuteur. Pardon, on peut très bien commencer par reconnaître le locuteur, mettre en entrée l'identité du locuteur, et donc notre modèle devrait être meilleur. Alors nous, ce n'est pas exactement ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'était pas pire quand on faisait les deux, et qu'il était, donc ça c'est les résultats sur un dataset donc de paroles conversationnelles, où on entraîne le réseau à faire à la fois pareil différent sur les mots et pareil différent sur les locuteurs. Et ça, ce sont différentes tâches. Donc, en rouge, c'est la tâche que vous avez vue précédemment, où il faut identifier le phonème alors que le locuteur change. En bleu foncé, il faut identifier le locuteur, et rien d'autre n'est fixe. Et en bleu clair, il faut identifier le locuteur alors que le phonème change. Et du coup, donc, ça, c'est quand on entraîne les deux coups. Ça, c'est si on n'entraîne que à discriminer sur les mots, et ça, c'est si on n'entraîne que à discriminer sur le locuteur. Donc, ce qui se passe, c'est que si on n'est que sur le locuteur, on est quand même. Donc là, les scores sont. Donc là, désolé, mon graphe est à l'envers. Donc là, les scores sont en positif. Donc c'est le plus bas est le meilleur. Je crois que c'est le seul graphe de toute la présentation. C'est le plus haut est le meilleur dans ce cas-là. Donc là, en fait, si on n'entraîne pas notre représentation à faire la classification de phonèmes, elle l'oublie même par rapport aux données qu'elle a en entrée. Et par contre, si on entraîne à faire phonème et mot, elle a le même score sur le locuteur, elle a un meilleur score sur les phonèmes. Elle a même un légèrement meilleur score, mais je ne pense pas que ce soit statistiquement significatif sur les mots. Donc ce qui est intéressant de regarder en fait là-dessus, c'est ça, c'est notre représentation de la parole en entrée. Et on a fait des tas statistiques pour chacune des unités de notre réseau pour voir si elles codaient significativement pour le locuteur, donc speaker, donc en bleu, ou pour le phonème, donc en rouge, ou pour les deux. Et ce qu'on constate, c'est que donc, déjà dans les données d'entrée, ce qui code plus pour le phonème, c'est les basses fréquences, et plus pour le locuteur, c'est les hautes fréquences. Ça me semble normal, il y a le timbre qui caractérise plus une personne. Et ensuite, plus on va profond dans notre réseau, plus les unités se spécialisent en fait. Donc là, on a beaucoup d'unités jointes, et là, on a de moins en moins en fait, d'unités jointes. Donc le futur de ces travaux de recherche, c'est de faire donc, du multitâche, comme vous avez vu là. Donc là, on avait locuteur et phonème, mais on pourrait avoir plein d'autres tâches. De la multimodalité, donc là, j'en ai pas parlé du tout, mais si on veut faire du non supervisé, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même d'essayer de mettre ensemble des statistiques qui apparaissent conjointement. Donc par exemple, là, on pourrait avoir des gens qui parlent pour décrire une scène et les images qui correspondent à cette scène. Donc si on veut faire ça, si on veut apprendre de manière non supervisée la parole, ça se rapproche beaucoup plus de l'environnement dans lequel est l'enfant quand il apprend le langage. Donc il est ce qu'on appelle grounded, donc il est immergé dans le monde, et ce qu'il entend a un lien avec ce qui se passe autour. Donc c'est une piste de recherche également. Donc on travaille aussi sur faire ça sur des jeux de données qui sont plus gros que ceux que vous avez vus là, qui sont assez petits comparés à ce qui se fait en supervisé. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer sur les settings, sur tout ce qui est les expériences aussi. Donc ça, c'est quelque chose... là, je vous ai dit qu'on a pris quelque chose qui existait déjà pour trouver des paires de mots de manière non supervisée, mais il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce truc-là. Et enfin, donc, comme d'ailleurs ça rejoint ce qui se fait en supervisé, ça rejoint ce dont parlait Yann dans son cours. Ces modèles-là, on pourrait totalement incorporer dans la structure du modèle qui puisse apprendre la structure du langage et quand même les entraîner de bout en bout. C'est-à-dire que le modèle apprendrait lui-même à décomposer le mot en syllabes et en phonèmes, etc. Voilà, en conclusion, donc la reconnaissance vocale, c'est un domaine qui avance très vite. Donc, il y a encore des choses qu'on ne sait pas faire dans reconnaître la parole dans le bruit.
et dans le conversationnel, donc tout ce qui est le dialogue. Pour ça, il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas vraiment faire. C'est utiliser efficacement les données multimodales, contextualiser, c'est-à-dire que si je vous parle de nourriture, je ne vais pas forcément vous parler tout de suite après de computer science. Et quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire dans le traitement des langues en général, c'est avoir une vraie compréhension du dialogue. On est plutôt dans la singerie que dans la compréhension. Et pour tous les problèmes de perception, donc ça c'est orthogonal à juste la reconnaissance vocale, le grand mouvement qu'il y a avec le deep learning et qui à mon avis, va rester, c'est plus on se rapproche des données brutes avec nos modèles, plus en fait, moins on met du coup d'a priori de l'ingénieur dans nos modèles, et plus on apprend des choses qui sont fines pour les tâches qu'on veut faire. Et du coup aussi, plus on part des données et on va jusqu'à la fin de la tâche. Donc ici, dans le cas de la reconnaissance vocale, de la transcription totale de ce qui a été dit, meilleur on est, parce qu'on... Donc si on revient au problème qu'on avait au début, on a un modèle acoustique et un modèle modèle de langue. Si le modèle acoustique est très bon pour détecter certains contrastes et que le modèle de langue est très bon pour en fait, mais qui fait des erreurs sur certains contrastes, le modèle de langue pour lui c'est trivial que ça ne peut pas être tel type d'erreur de contraste. S'ils sont tous les deux séparés, ils ne vont jamais bénéficier de cette information mutuelle, alors que si on les entraîne conjointement, le modèle acoustique ne va pas passer beaucoup de temps ou beaucoup de capacité de calcul à inférer ce contraste-là, alors qu'il est évident pour le modèle de langue. Voilà. Donc là, je vous ai mis des liens. Donc j'essaie de garder assez à jour l'état de l'art en word error rate, donc en reconnaissance de la parole supervisée. Donc vous pouvez aller là si vous voulez voir ça. Ça, c'est le site du challenge Zero Speech. Et voilà. Et Torch, c'est l'outil qu'on utilise à Facebook AI Research pour faire tout ce qu'on fait en neural networks. Voilà. Je vous remercie.